Je cède maintenant la parole à Monsieur Éric Jacopin, qui va nous parler de l'IA et de ses données. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle des données de l'IA et à quelles données doit-on s'intéresser pour spécifier l'IA? Merci. Merci, mon colonel, surtout. Oui. Oui. Exactement. Gérard, vous êtes parfaitement tombé dans le panneau. Je vous en remercie. Je vous en remercie. Effectivement, ça commence comme ça. Généralement, c'est un tableau noir. Et la question, c'est d'essayer effectivement de dissiper le brouillard. J'aurais pu faire un brouillard, mais à la place, je n'ai pas fait ça. J'ai préféré choisir un beau démineur. Voilà. On vient nous parler d'un magnifique démineur ici. Il a ses caractéristiques. On a vu les caractéristiques d'un système de déminage. Je vous en propose d'autres caractéristiques. Hein. Dans sa carrière, il vient juste de recevoir, c'était au mois de septembre, une médaille pour avoir passé sa vie à déminer. Sa vie, c'est 6 ans. À déminer, il pèse 1,2 kg, c'est super important de le savoir hein, par rapport au système que le colonel nous a présenté. Il met à peu près 30 minutes pour déminer la surface d'un terrain de tennis. Et dans sa vie, il a réussi à déminer à peu près 14 hectares. Ce qui est absolument impressionnant, ça représente à peu près 500 heures de déminage, ce qui est quand même absolument phénoménal. Voilà, moi personnellement, je le trouve absolument extraordinaire, ce rat. Il a déminé au Cambodge, il vient d'Afrique. Et on peut se poser des tonnes de questions du point de vue de l'intelligence artificielle par rapport à lui, et c'est ça que je vais essayer de faire du point de vue de son comportement ici. Alors le voilà, hein, quand ces petits de rats là, vous voyez, on fait du rat training en réalité. On fait de l'apprentissage par renforcement, on pourrait faire du rat learning ou du reinforcement learning ici là. Mais les questions que je vais me poser, c'est le démineur là. Manifestement, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. C'est une boîte noire. On ne sait absolument pas comment il fonctionne à l'intérieur, ce brave rat-là. Elle est parfaitement autonome en réalité. On lui a appris à se déplacer. Vous voyez, il est guidé, mais bon. Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? Et le comportement du démineur, malgré tout, il suit bien une doctrine apprise par renforcement. D'accord. Alors, l'IA et ses données. Les données de l'IA, en réalité, je vais vous parler des AI Analytics. Puis je reformulerai tout ça à la fin, si j'arrive à tenir le temps qui m'est imparti. Alors, je vais commencer dans le virtuel et je vais alterner dans le virtuel et dans le réel constamment, histoire de brouiller un peu les pistes. Et là, je me déplace 4500 ans en arrière. C'est une histoire de frontières, de problèmes de frontières. C'est ce qu'on appelle l'étendard dur. Enfin, c'est un petit coffre. Il est au British Museum. Vous pouvez le voir, il y a plusieurs faces. C'est tout petit, ça fait à peu près 50 sur 80 cm, 50 de hauteur, 80 cm de largeur. Il a 4 faces. Une des 2 grandes faces, c'est celle-là. C'est la face de la guerre. Et ce qu'on peut voir là, et je pense que ce que vous devez y voir tout de suite, c'est la question, puisque c'est suffisamment éloigné pour se permettre dans le temps, pour se permettre de se poser la question là. Moi, j'y vois des agents. J'y vois des agents autonomes. Et des agents autonomes parfaitement organisés. Pourtant, il manque quelque chose là, c'est les données. On va essayer de le voir. Alors, je vous mets une autre représentation des phalanges ici, voilà, parce qu'en fait, à gauche, c'était une représentation des phalanges. Les phalanges, c'est à peu près moins 2500 ans, donc ça vient du musée du Louvre. Il y a effectivement 2 représentations, voilà, 2 modes de représentation des données. Il y a aussi, ici, on voit là la présentation de prisonniers. On voit la bataille en dessous, mais il n'y a pas de données. Alors pour arriver, voilà la bataille en dessous, mais il n'y a pas de données. Pour arriver à réfléchir à des données, je repasse dans le virtuel, j'avance de 4500 ans, toujours en restant en gros dans le passé. Ce film, c'est Alexandre d'Oliver Stone, c'est un film de 2005. À peu près tout est vrai, ça, là-dedans, dans cette photo. À peu près tout, sauf le bas. Là, il est en train, Alexandre, dans le film, de préparer la bataille de Gaugamel en moins 331, qui est située au nord de Mossoul, a priori datée de début octobre. La question, c'est, oui, on voit effectivement Alexandre en train de faire du wargaming. Le portrait peut paraître bizarre, blond, mais en réalité, il y a un portrait d'Alexandre au British Museum, et c'est très proche. Oliver Stone s'en est inspiré. On voit un brûloir égyptien derrière, dans le fond. On voit des habits, oui, sauf l'aspect wargaming.
Dans cet aspect wargaming, tout comme dans les standards durs, je vais y voir des agents de la même manière. Est-ce qu'effectivement il y avait du wargaming là à cette époque? J'en sais strictement rien. Est-ce qu'il préparait à ce point la bataille? La bataille de Gaugamel, elle est toute simple, elle est représentée dans une superbe fresque à Pompéi, où on voit les deux yeux des chefs, d'un côté Alexandre, de l'autre Darius, et là c'est ce qu'il est en train de dire à son armée. Quand vous verrez, on va s'en approcher suffisamment pour lui faire peur, et on saura qu'on lui fait peur quand on pourra lire son regard. Voici le conseil de Darius. Alors, le conseil de Darius, cette fois-ci c'est Darius Ier, c'est pas Darius III, la bataille de Gaugamel, mais ça n'empêche rien. C'est tiré d'un vase qui est contemporain, moins 320, moins 340, le vase est daté. Et là-dedans, à la différence de tout, vous voyez-y surtout des agents autonomes. Mais là-dedans, il y a quelque chose que vous n'avez pas jusqu'à maintenant, dans tout ce que je vous ai présenté, c'est que vous avez des données. Voilà. Elles sont là, les données représentées. Vous avez quelqu'un là qui finance la guerre. Et en fait, c'est ça, c'est le ministre des Finances. Il récupère de l'argent pour arriver à financer la guerre. C'est d'une certaine manière un lointain ancien camarade des maréchals des logis. Là, il récupère de l'argent, il essaie d'en distribuer, il ne fait pas de wargaming. Je n'ai jamais été capable de trouver du wargaming, même sur les vases grecs qui semblent en représenter. En réalité, il joue à un jeu qui s'appelle le Tavli, qui est un ancêtre du Jacquet. Là, il y a des données. Ces données sont associées à des agents autonomes. Comment est-ce qu'on peut les relier au comportement? Je vous montre le vase, à quoi il ressemble. Il est à Naples. C'est un superbe vase, ça fait 1,30 m de haut, c'est absolument phénoménal de voir tous ces objets-là. Alors, je me déplace à nouveau dans le temps, je reste dans le virtuel. C'est un jeu, Killzone, là c'est Killzone 2. Vous voyez, c'est toute une série de jeux, ça correspond à des dizaines de millions de joueurs de par le monde. Il progressait dans ce couloir, en réalité, je ne devrais pas vous le dire, mais c'est ça qui se passe. J'essayais désespérément de la voir, et puis est-ce que je vais la voir? Parce qu'il donne l'impression de s'échapper sur le côté. Alors d'où venait-il? De cette porte-là? Ou bien alors est-ce qu'effectivement il a progressé derrière? Oui, il peut se cacher une première fois, et puis avancer, puis se cacher, et puis se cacher encore derrière. Est-ce qu'il peut vraiment faire ça? Oui, en réalité, il peut vraiment faire ça, parce que ces gens-là, ils se posent cette question-là. Dans les jeux, ça fait longtemps qu'on se pose la question d'avoir des chemins tactically sound, tactically correct. C'est des slides de Guerrilla Games, sont les gens qui ont fait le jeu, sont des slides de 2005. Ils se posent des questions quand vous voyez complètement à droite de la progression, la même progression que je vais vous montrer dans la photo illustrative. La progression du milieu, c'est celle d'arriver à se déplacer en fonction des tirs de l'ennemi. Évidemment, on est bleu, l'ennemi est rouge, c'est le carré. Et puis dans le bas, c'est un peu plus compliqué encore. L'ennemi doit se déplacer, mais en évitant le secteur de tir d'un tir ami. Combien de fois dans les jeux vous avez vu ces problématiques-là où vous pouvez vous déplacer, puis magiquement vos amis sont en train de tirer, mais vous n'êtes pas touché par vos amis, alors que vous êtes effectivement touché par les tirs ennemis. Il y a des tonnes de triches, mais là vous voyez qu'il n'y a pas eu de triche. Les gens essayaient de réfléchir à savoir comment est-ce qu'ils pouvaient arriver à faire ça. Alors, comment ils pouvaient arriver à faire ça? C'est absolument tout simple, en réalité. Ils annotent. On a entendu la notation. Ils annotent. Ils pré-annotent l'environnement. Ils le discrétisent. Les données, ils les compressent. Je vais aborder, j'espère, je vais avoir le temps d'aborder les volumes de données. Ils les compressent et ils les préparent. Et là, vous voyez un truc tout simple que la recherche opérationnelle a l'habitude de faire depuis, on va dire, 50 ou 60 ans. C'est optimiser un chemin dans un graphe avec des coûts. Voilà. Et en fonction des diverses problématiques, eh bien, on va trouver le bon chemin. Là, manifestement, vous voyez que le chemin, il n'est pas bon, parce qu'on passe devant les rectangles noirs par rapport à cet ennemi rouge qui est là. Et on ne va pas les utiliser pour faire un tech cover, pour une couverture derrière. Mais en changeant les coûts des graphes, on peut tout à fait arriver à faire ces chemins-là. Vous le voyez. Alors, on ne résout pas le problème dans le graphe que je vous ai mis là. On ne résout pas le problème des tirs amis, parce que vous voyez, on passe devant le petit rectangle gris, mais on arrive malgré tout à arriver à faire ça. Les données sont toutes simples là. Elles sont même très anciennes. Et on obtient un comportement. Avec un effet majeur de contournement, là, pour du flanking. Et pour autant, le comportement n'a strictement rien à voir avec les données qui correspondent au graphe. Essayez de réfléchir à ça. C'est un écho au financement tout à l'heure du vase.
Alors, quelles questions on peut poser autour de ça, hein? Comment les coûts des actions, vous avez vu, les actions ont des coûts, hein? Comment est-ce qu'elles sont distribuées? Comment est-ce que ça influe sur la longueur du chemin? J'ai mis la longueur des plans. Est-ce qu'ils influent sur le contenu des plans? Bah oui, là, vous avez vu que les coûts, je n'ai pas évité les tiramis. Est-ce que ça influe sur la performance? Il faut le trouver, le chemin. Hein, a priori, les coûts, peut-être que ça empêche de les trouver. Est-ce qu'il est plus coûteux d'attaquer ou de défendre pour un système virtuel, hein, pour une intelligence artificielle? Est-ce qu'une action peu coûteuse, elle est plus fréquente? Est-ce que le coût des actions peut influencer leurs usages? Est-ce que l'intelligence artificielle travaille plus à attaquer ou bien à défendre dans un jeu? Mais posez-vous la question même sur un champ de bataille. Hein. Je me déplace, voilà, c'est les riders. J'ai eu la chance, grâce à Safran, et je continue d'ailleurs de travailler sur les riders. Et les riders, ben voilà un système autonome. Cette fois-ci, il est vrai, il est réel. D'accord? C'est un véhicule autonome, il va se déplacer, il va essayer de jouer le rôle de système autonome. Ce ne sera certainement pas un équipier, hein, mais un système autonome, clairement, on va essayer que ça y arrive. Voilà. Et là, ben, j'encadre une thèse qui essaie d'appliquer des méthodes d'apprentissage sur le déplacement, hein, déplacement dans des univers déstructurés, hein, sur un champ de bataille déstructuré. Un contexte industriel, atteindre une zone C, l'objectif, là, à partir de la zone A, en passant par la zone B, là, vous voyez le chemin, avec un terrain représenté par un graphe à écart évalué, avec des critères, hein, la distance, le temps, la consommation de carburant. En réalité, chaque fois que j'interviewe des militaires à ce propos, ce n'est pas la consommation de carburant qu'ils veulent généralement, c'est l'autonomie. L'autonomie au sens large. Hein. Et là, bah, vous avez un chemin qui est parce qu'on doit passer, on doit aller de bleu à vert, à rouge, pardon, et puis on doit passer par vert, ce qui fait faire un aller-retour entre 5 et 3 pour arriver à trouver un bon chemin. Bon, c'est super simple, hein, tout le monde est capable de le trouver. Pour autant, vous pouvez remarquer que bah, ça fonctionne comme dans un jeu. Voilà. Là, je vous ai mis une mission de reconnaissance offensive à laquelle on se posait la question il y a de ça 3 ans ou 4 ans avec Christophe Guettier de Safran. Ça fait partie de la thèse aussi, c'est une zone au nord de Troyes. Bon, la question, là, on retrouve toujours un graphe, avec, le graphe est un peu plus compliqué, il est coloré, en réalité il est annoté. Hein. Il a une durée de vie lui aussi parce que bah, cette zone, elle a subi des inondations. Les inondations, ben, voilà, ça a je dirais une durée de vie du point de vue de l'exécution. Alors, je veux aborder ici tout de suite la question de quel volume pour les données. Je l'ai entendu 150 fois ce matin, j'avais prévu d'en parler, mais je vais peut-être essayer de m'attendre, c'est pour ça que je vais vite. Ça fait 10 ans que je me déplace sur la planète, je dis ça extrêmement sérieusement, avec du courage, et je frappe à la porte des studios de jeux pour essayer de leur voler leurs données. Leur voler leurs données des jeux. J'ai commencé en 2005 avec le jeu Fear, et puis vous voyez, en 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, j'ai réussi à récupérer des données Killzone, des données d'un autre jeu. Killzone, ils sont à Amsterdam. 2012, ça nécessitait d'aller à San Diego. 2014, ça nécessitait d'aller à Seattle. 2015 à San Francisco et 2018 à Montréal. Ça signifie qu'il faut en voir beaucoup pour qu'on récupère beaucoup de temps, mais surtout ce que vous voyez, ce qu'il faut voir ici, c'est le volume des données. En fait, il est très faible. Ça correspond à 13 minutes de jeu pour Killzone 3, ou 35 minutes de jeu pour Transformers 3. Bon, ils m'ont donné 1h45 pour Shadow of Mordor, mais ils auraient pu me donner à peu près 40 minutes, et c'est ce que je demande maintenant. 40 minutes de données pour arriver à décrire quoi? Pour arriver à décrire comment les comportements comment on voit les comportements de l'IA et c'est lesquels. C'est presque une compression du temps ce qu'on voit là. Hein, alors il se trouve que ces systèmes intelligents dans ces jeux utilisent un planificateur et c'est pour ça que vous voyez le nombre de plans et le nombre d'actions qui est associé. Et je vais passer tout de suite à un truc très technique qui est la distribution des plans, histoire de faire écho à un transparent avant. La distribution des plans et des actions. Je vais pas décrire ce transparent-là, mais ce qui est important à voir, c'est l'échelle logarithmique. Alors voyons, je vais prendre uniquement l'échelle Y, sur donc l'axe des ordonnées qui monte vers le haut. Vous voyez que c'est 10 000. Alors 10 000, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y a des plans qui ont été exécutés 10 000 fois, alors qu'il y a des plans qui n'ont été exécutés qu'une seule fois. En réalité, ce qu'il faut comprendre là, c'est que dans les jeux, il y a des doctrines qui sont implémentées.
Les doctrines, on les voit là, elles sont extrêmement prégnantes. Il y a des plans qui sont très exécutés. Et ne croyez pas que si on change de joueur, là, ça va changer. Non, ça va être exactement la même chose. Parce que, en réalité, bien qu'on parle d'un champ de bataille déstructuré, il est absolument structuré. Vous avez une arme, elle a un taux d'engagement, elle a une portée. Vous ne pouvez pas tirer à 2 ou 3 km si vous n'avez qu'un pistolet. D'accord ? Là, je vous montre combien de plans on peut distinguer parmi ça, et c'est histoire d'associer ce que je viens de dire à un graphique. Vous voyez que là, en réalité, eh bien, parmi toutes ces données, on ne peut distinguer toutes ces courbes. Ça correspond sur les 311 plans, la première courbe complètement à gauche, un peu jaune, moutarde. On ne distingue que 11 plans différents. Ils ont été activés 311 fois. Et puis après, c'est 21 plans sur 1361 jusqu'à 78 sur 33 316. C'est-à-dire que sur cette heure 45 de Shadow of Mordor, en réalité, alors que les systèmes d'intelligence artificielle ont généré 33 000 plans, il n'y en a eu que 78. C'était simplement des copies. D'accord ? Alors, maintenant qu'on sait ça, on peut essayer de voir et de mettre la fréquence cumulée. Alors vous allez dire, c'est technique, oui, mais tout le monde sait ce que c'est que la fréquence cumulée. Vous connaissez tous la règle de Pareto, vous savez, vous avez un problème, vous mettez 20% de vos efforts, et puis vous récupérez 80% des solutions, et pour les 80% restants, pour les solutions, pardon, excusez-moi, vous mettez 20% d'efforts, vous résolvez 80% du problème, et pour les 20% d'efforts, les 20% pardon, de problèmes restants, il vous faudra 80% d'efforts supplémentaires. Ben là, c'est exactement ce qui se passe. Hein, voilà la règle 80-20 de Pareto. Ça signifie qu'une intelligence artificielle dans un jeu, eh bien, effectivement, si on y implémente des doctrines, on retrouve cette règle 80-20, mais c'est même mieux que ça dans un jeu. En réalité, on est dans une règle 10-95. C'est-à-dire que si je regarde à un instant donné une intelligence artificielle, et ça vaut pour les riders d'une certaine manière, ils vont faire tout le temps plus ou moins la même chose. D'accord ? Et surtout, si on décide d'annoter les données, il n'y a pas besoin d'annoter plusieurs téraoctets de données. Il y a besoin d'annoter, dans ce cas-là, ce que ça signifie, vous avez un fichier, il vous suffit de lire 10% du fichier pour savoir ce qu'il y a dedans. La compression des données, c'est aussi une compression intelligente en termes de comportement. Voilà. Et en fait, en réalité, l'IA et les données, c'est ça. C'est l'ingénierie comportementale des systèmes autonomes, et c'est ça dont je vous ai parlé. Voilà, je vous remercie.